merci de vous joindre à nous ce matin pour la suite de notre série de webinaires où on reçoit des personnes qui font partie de la communauté Youth Forever et avec qui on ouvre des discussions. Du coup, ce matin, on reçoit Julie Pasquet du mouvement du collectif Le Bruit qui court. Peut-être juste pour rappeler ce que c'est Youth Forever. Avant de commencer, Youth, c'est une asso qui a 1 an et demi, qui travaille au sein des entreprises comme un énorme territoire de jeu les entreprises qu'il faudra transformer, avec un levier qui est la jeunesse et avec un objectif qui est la transition écologique et sociale. Ça passe par plein de formes différentes, cet engagement-là. Un observatoire qui fait des études sur les sujets en lien avec les jeunes, une série d'événements comme celui auquel vous êtes en train d'assister, comme un autre événement qui va arriver cet été qui sera en région parisienne, et du porte-parole, et ensuite du travail en lien avec nos entreprises partenaires. Voilà, 2 mots sur Youth, et est-ce que Julie, tu veux te présenter ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus à 8h30 ce matin pour m'écouter. Moi, je suis ravie d'être là et du coup, je m'appelle Julie, j'ai 25 ans et depuis 5 ans, moi, je milite dans beaucoup de mouvements de jeunesse sur les questions climat, mais aussi les questions de justice sociale. Et depuis 2 ans, je voue une grosse partie de ma vie à un collectif qui s'appelle Le Bruit qui court, dont je vais vous révéler un petit peu les tenants et les aboutissants ce matin. Mais du coup, voilà, et je suis aussi à côté facilitatrice en intelligence collective et je travaille beaucoup sur les questions de gouvernance partagée. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais aussi en dire 2 mots. Et merci à l'équipe de Youth Forever de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir de pouvoir voilà, vous raconter un peu mon histoire et l'histoire du bruit qui court ce matin. Merci. Comment tu te définis ? Comment tu as envie de lancer ce webinaire ? Alors moi, pour lancer ce webinaire, j'ai envie de vous poser des petites questions. Donc j'ai vu qu'on n'avait pas sa caméra, mais peut-être que vous pouvez du coup répondre soit avec vos mains si vous avez votre caméra, soit sinon dans le chat à côté. Je vais vous poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que vous pourriez, vous, vivre sans l'art dans votre vie ? Vous pouvez lever la main en haut si vous ne pouvez pas vivre sans art, ou mettre la main en bas si vous pourriez. Et pour ceux qui n'ont pas de... Ah oui, et vous pouvez lever la petite main si pour les personnes qui n'ont pas leur caméra. Ok, beaucoup de mains se lèvent, j'ai l'impression. Donc l'art est important dans votre vie. Ok, super. Ça, c'était la première question. La deuxième question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que l'art, selon vous, a un rôle à jouer sur toutes les questions de transition écologique et sociale ? Levez la main si c'est le cas, ou baissez la main si vous pensez que pas du tout. Ok, j'ai l'impression qu'on est plutôt alignés sur ça aussi. Ok. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous pensez que tout le monde peut devenir artiste ? Ok, en général, ok, je vois Anna qui est un peu plus en bas. Ok, bah moi je voulais vous poser ces 3 questions parce que c'est des questions que je me suis posées, qu'on s'est posées au collectif du bruit qui court quand on a eu cette idée un peu folle de lancer ça. En gros, le bruit qui court, si je résume un peu en 3 mots, c'est les liens entre l'art, entre l'engagement et le militantisme. C'est un peu ces 3 choses-là. Parce qu'aujourd'hui, le collectif du bruit qui court, c'est à peu près une centaine de personnes qu'on se définit comme des artivistes. Donc, à la fois des artistes, en tout cas des personnes qui ont une sensibilité créative, et des militants et des militantes qui ont une fibre artistique et qui veulent mettre à profit leur militantisme avec de l'art. Et moi, j'avais bien envie de revenir sur le constat de pourquoi est-ce qu'on a lancé ça, parce qu'on était plusieurs, et j'insiste vraiment sur le côté collectif, c'est pas du tout que moi, c'est plein d'autres personnes aussi. Le premier constat que moi j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte, quand je me suis lancée dans mon engagement, et je crois que c'est assez partagé aussi chez les personnes autour de moi, j'ai voué ma vie au militantisme et à l'engagement, et j'ai complètement mis de côté mes pratiques artistiques. J'ai commencé à mettre en fait une barrière comme un mur en fait entre ces 2 choses en me disant je m'engage, je suis militante, je veux sauver le monde, grosso modo si je simplifie. Et du coup, j'ai plus le temps pour faire ma pratique artistique. Et je me suis rendu compte il y a 2 ans que j'avais mis une barrière entre ces 2 mondes
là où il n'y avait pas besoin de le faire. En fait, je pouvais être à la fois une militante et à la fois continuer à faire de l'art et de me dire que lier ces deux univers, c'était hyper important et même stratégique en fait pour notre cause. Donc ça, c'est un peu le premier constat de se dire, OK, l'art est important dans ma vie et je peux m'en servir en étant engagée. La deuxième chose, le deuxième constat, c'est que vous avez peut-être entendu parler en ce moment on parle beaucoup de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, comment est-ce qu'on repense le monde différemment. Je pense que j'y reviendrai pendant le webinaire sur cette question-là. Mais du coup, je me suis aussi posé la question, OK, pour réinventer ces nouveaux récits et ces nouveaux imaginaires et avoir un monde qui est avec plus de liens, plus de joie, plus de coopération, en fait, on a besoin de l'art. L'art est un outil hyper puissant pour faire passer des messages engagés. Et du coup, pourquoi en fait, voilà, ne pas l'utiliser, en tout cas pour faire passer des messages forts et puissants. Et le dernier constat que j'ai fait, c'est que moi, j'ai aussi réalisé en étant beaucoup dans des mouvements de jeunesse pour le climat, en travaillant beaucoup avec l'engagement des jeunes, que l'engagement, en fait, il est assez volatile parfois et qu'il a besoin de se renouveler. Et on a besoin de réinventer des nouvelles formes de militantisme et de mobilisation chez les jeunes. Et du coup, l'idée de lier art et engagement, j'étais là, ah mais trop bien, c'est une nouvelle manière de s'engager avec joie, pour toucher les gens avec les émotions et les tripes plus que par l'intellect et la tête. Et du coup, voilà. Donc, c'est un peu ces trois constats qui nous ont amenés à dire que oui, l'art est hyper important dans nos vies, que l'art peut aider à la transition écologique et que pour nous, tout le monde peut devenir artiste si on en a l'envie et dans le bon espace pour le Merci. faire. Du coup, là, on a compris pourquoi a été créé le bruit qui court. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'ADN du collectif, un peu plus en détail? Ouais, carrément. On a énormément travaillé avec, du coup, le Brico, je vous ai dit, ça fait 2 ans que je bosse sur ce projet, mais on l'a officiellement lancé il y a 6 mois, en août dernier. Et parce qu'on a voulu prendre le temps, en fait, d'expérimenter et de penser stratégiquement. On appelle ça aussi notamment, enfin, une théorie du changement. Je sais pas si ça vous parle un peu cette notion-là, mais on a réfléchi à, en fait, pourquoi le bruit qui court existe et à partir de quel moment est-ce qu'on n'aura plus besoin que le bruit qui court soit là. Et du coup, pour penser en fait cette stratégie, on avait besoin d'un socle, quelque chose sur lequel on se repose et ça, c'est un peu notre ADN. Et du coup, pour nous, cet ADN qui en fait se reflète dans toutes les actions et dans tous les combats qu'on mène, la première chose, c'est la force du collectif. Moi, j'ai toujours en fait été dans des groupes engagés avec d'autres personnes et je crois énormément à la force du collectif pour faire avancer les choses. Et je pense d'ailleurs que si j'avais été seule, je pense que je ne me serais pas engagée et que je serais tombée dans de l'éco-anxiété très forte et que j'aurais pas su quoi faire. Mais du coup, pour nous, c'est de rassembler des gens qui est vraiment notre ADN très fort. La deuxième chose, c'est que c'est l'art, notre médium d'engagement. En fait, toutes les choses qu'on fait ont un prisme créatif et un prisme artistique et c'est ça qui fait un peu notre différence. La troisième chose, c'est de prendre soin les uns les autres. Et j'insiste vraiment sur ça parce que je trouve qu'on est dans un monde qui aujourd'hui n'incarne pas du tout assez le soin à la fois de soi et des autres. Et en fait, pour pouvoir tenir un peu sur le long terme ce combat qui n'est pas encore gagné, on a besoin aussi de savoir se préserver, de s'écouter. Et la dernière chose, et qui pour moi est vraiment structurante, c'est la joie dans l'engagement. Je ne sais pas si ça vous parle, cette notion de joie dans l'engagement. Je vois des petites mains, je vois des petites têtes. Moi, ça a été aussi assez primordial de dire quel message est-ce qu'on veut faire passer avec le bruit qui court. Et moi, je pense qu'on peut mobiliser sur le long terme des personnes avec la joie. La joie, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas réaliste sur le monde d'aujourd'hui, mais ça veut dire qu'en fait, on fait des actions joyeuses qui nous amènent des émotions positives parce qu'on est ensemble et parce qu'on se pousse les uns les autres. Et moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai vu beaucoup de mouvements de collectifs où il y a beaucoup de peur, beaucoup de colère, et c'est nécessaire. Et moi, je suis passée aussi par ces stades, mais je pense qu'on a aussi besoin d'espace pour être joyeux et joyeuse malgré ce qui se passe. Et du coup, on en parlait beaucoup aussi avec Raph, mais de la puissance et la force que ça a. Et je crois que les gens nous rejoignent aussi parce qu'ils voient que ça se dégage de nous. Donc, donc voilà un peu pour notre ADN, mais pour moi, ça a été hyper important de faire un vrai travail de questionnement sur qui on est avant de savoir ce qu'on fait ensemble. La joie contagieuse, c'est ça. Exactement. Très, très soleil contagieux. Euh, Après, voilà, le bruit qui court, du coup, c'est un mouvement qui mêle art et engagement. Et à ton avis, comment est-ce qu'on peut faire le lien avec le monde de l'entreprise? C'est quoi les ponts à créer et quelle serait la place de l'art dans ce monde-là un peu plus peut-être austère?
Ouais, non, c'est une vraie question et merci de me l'avoir posée parce que moi, c'est vrai que c'est aussi une question que je me pose parce que je pense qu'il faut qu'on travaille avec tout le monde et que chacun et chacune a sa place. Les entreprises ont un rôle à jouer, tout comme les individus, tout comme l'État, tout comme les associations. Et aujourd'hui, moi, je pense que l'art devrait prendre une place plus importante dans les entreprises pour plein de raisons. La première que j'ai identifiée, c'est pour créer du lien. Moi, je suis très fervente défenseuse de l'importance de créer du lien entre les personnes, parce que c'est ça qui fait qu'on a envie d'avancer ensemble, c'est ça qui fait qu'on se connaît, qu'on évite plus les conflits et qu'on amène à plus de coopération. Et l'art, c'est un outil extraordinaire pour créer du lien. En fait, je me dis, si on pouvait faire régulièrement des ateliers d'écriture, de théâtre d'improvisation, de danse dans les entreprises, je pense que ça libérerait la parole, je pense que ça libérerait juste les personnalités des gens. Et peut probablement, en tout cas, moi, je me sentirais plus moi-même. Et je pense que ça apporterait beaucoup de liens. Et ça, c'est une première chose. Je crois que l'art en entreprise, il serait aussi hyper utile, comme je disais, pour prendre soin. Parce que moi, c'est un espace, en fait, aussi très émancipateur qui permet d'utiliser mon corps, d'utiliser aussi ma sensibilité. Je ne sais pas si vous avez aussi cette impression, mais moi, je trouve qu'on est beaucoup dans la tête, beaucoup dans du rationnel, beaucoup là-dedans la plupart du temps. J'ai beaucoup d'énergie dans mon cerveau qui est en ébullition encore plus au travail. J'ai besoin de faire bouger aussi mon corps et de me reconnecter à en fait mes tripes, mes mouvements et ces choses-là. Je pense que ça manque et que ça ferait du bien en fait d'avoir des espaces qui sortent 100% de la tête pour aussi aller toucher les corps. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthodologie un peu tête-corps-cœur, de se poser la question comment ça va dans sa tête, comment ça va dans son cœur, comment ça va dans son corps. Et moi, j'oublie très souvent le corps, en fait. C'est un truc que je mets beaucoup plus de côté. Et du coup, ce genre d'espace en entreprise, je pense que ce serait hyper riche. Et la dernière chose, je crois que ce serait d'avoir du beau. Je trouve qu'on manque de beauté dans ce monde et que c'est quelque chose qui fait du bien au quotidien, le beau. Et cette notion-là, moi, j'aimerais bien d'ailleurs plus la creuser de ça veut dire quoi le beau dans ma vie et comment je vais m'en apporter en fait tous les jours. Et pour ça, je pense que questionner cette notion de beau, ça peut aussi apporter de très belles choses dans les groupes de travail, enfin, avec vos équipes, quoi. Donc moi, je prône clairement de faire ça et potentiellement de l'artivisme. En fait, je pense qu'il y a carrément de l'artivisme possible dans les entreprises. Comment est-ce qu'on pense une stratégie RSE avec des outils artistiques? Comment est-ce qu'on la rend visuelle à l'ensemble des collaborateurs en étant dans des formats artistiques. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à inventer et que le militantisme en entreprise, il existe et il a une raison d'être, quoi. Et il faudrait libérer du temps pour ça, évidemment. Je pense que la grosse question, c'est en fait comment on prend ce temps pour moi pour en gagner. Cette petite phrase, elle m'aide beaucoup aussi dans mes choix en général. Moi, prendre du temps pour ces moments-là, en fait, artistiques, de lien, de création, c'est en gagner dans les liens entre les équipes et dans la manière dont on fonctionne ensemble. Merci, hyper aligné avec ce que tu viens de nous présenter. Pour continuer la discussion, je voulais revenir sur un point que je trouve intéressant à développer, c'est la gouvernance du bruit qui court. Donc, au sein de l'Observatoire Youth Forever, on a publié récemment une enquête sur la jeunesse et le pouvoir en entreprise, et notamment la place que la jeunesse occupe ou pas forcément dans les instances de gouvernance des entreprises et des organisations. Voilà, qu'est-ce qui se passe côté gouvernance au sein du bruit qui court? C'est quoi votre modèle? Explique-nous. Merci pour la question, parce que c'est aussi pour moi un truc hyper important dans mon engagement. Nous, au Bruit qui court, on est beaucoup de jeunes, entre gros guillemets, puisqu'on a, le collectif a été lancé, on était 7 et on avait entre 22 et 25 ans, mais on est un mouvement intergénérationnel, donc on a vraiment des personnes qui ont toutes les tranches d'âge. C'est assez regroupé hein, sur la jeunesse, je ne vais pas vous mentir, mais juste c'était important pour moi de remettre en contexte qu'on n'est pas non plus que des jeunes. Et pour moi, c'est essentiel de penser la manière dont on décide les choses ensemble et notre gouvernance, parce que pour moi, la manière dont on incarne ça, ça veut aussi dire la manière dont j'ai envie que ça s'incarne dans le monde de demain. Je suis très sensible au fait que nos postures individuelles, tout comme nos postures collectives, si on les transforme et si elles sont pour moi avec plus de coopération et en fait plus d'écoute et plus de liens, ça, c'est des choses qui peuvent changer beaucoup les choses. Et donc, nous, on s'est dit, on veut faire autrement dans notre gouvernance. En fait, on n'a pas envie d'avoir un truc pyramidal où une personne décide de tout. C'était pas du tout le principe. Et on n'avait non plus pas envie que ce soit complètement horizontal. Parce qu'en fait, il y a besoin d'un équilibre entre cette verticalité et cette horizontalité.
Et du coup, on est beaucoup à avoir été formés en fait aux questions de gouvernance partagée. Et du coup, on a vraiment une gouvernance très claire sur laquelle on a réfléchi pendant des mois, qui ressemble un peu à un arbre. Donc, vous pouvez vous imaginer un arbre. Et on a les racines qui sont une équipe stratégie qui pense en fait la stratégie du mouvement, qui s'assure qu'on va en fait qu'on a une bonne vision, qu'on a une vision claire des éléments qu'on veut faire, qui pense la stratégie sur 1, 2, 3 ans, comme je pense en entreprise avec un conseil d'administration ou autre chose. Mais en tout cas, on a vraiment ce socle de 7 personnes. Et ces personnes, la manière dont elles sont élues, c'est un format qu'on appelle l'élection sans candidat. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des techniques en fait d'élection où personne ne se présente. Et du coup, on part du principe que tout le monde peut avoir en fait son rôle à jouer et que tout le monde en fait peut être élu. Et ça, c'est un peu twister le truc et réfléchir autrement en se disant les personnes qui ne sont pas légitimes en fait à se présenter et avoir en fait le charisme et l'audace nécessaire pour le faire, ben nous on part du principe qu'en fait on fait une liste de critères et que les gens s'ils pensent y répondre, en fait ils peuvent être élus pour ça. Et ça c'est donc un choix assez important. Donc il y a cette équipe stratégique qui sont les racines. Après on a un tronc qui est notre coordination. Donc c'est là que se trouvent nos cercles supports qui sont le cercle administratif, richesses humaines, parce qu'on n'aime pas dire ressources humaines, donc nous on parle de richesses humaines, le cercle partenariat et le cercle aussi diversité. Nous on a vraiment à cœur de penser la diversité des membres des personnes du bruit qui court, mais aussi à l'extérieur. Et du coup c'est vraiment un cercle à part entière qui y réfléchit. Et communication aussi, évidemment. Et ça, c'est en fait le tronc, parce qu'en fait, l'arbre ne pourrait pas tenir si on n'avait pas tous ces cercles supports et cette coordination opérationnelle. Et après, on a des branches qui sont nos projets. Et là, pareil, pour nos projets, on les définit collectivement tous les 6 mois. On fait un énorme temps collectif où, en fait, les personnes peuvent apporter les sujets, les thématiques, les projets qu'ils ou elles veulent porter. Et après, on fait en fait un vote par rapport au projet. Et on le fait avec aussi une autre technique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le vote au jugement majoritaire. Donc, c'est un vote où, en fait, on ne choisit pas une personne, mais on vote pour chacun des projets entre passable à très bien. Et en fait, on va aller juger chacune des propositions et ça amène un vote complètement différent et beaucoup plus éclairé. Donc voilà, pour vous donner un peu un aperçu, mais ça a été beaucoup de réflexion. Et puis quand on est une centaine, ça amène beaucoup de... C'est pas toujours très simple, surtout dans l'associatif. Mais en tout cas, moi, je suis persuadée que cette manière de faire les choses, ça nous aide et ça nous fait beaucoup grandir. Et pour moi, c'est un peu les gouvernances de demain qu'il faut repenser pour sortir du côté pyramidal et avoir beaucoup plus de liberté, sans que ce soit non plus, j'ai pas envie de dire l'anarchie, parce que ça fait un peu caricatural, mais en tout cas, chacun connaît sa place, connaît les modèles enfin, comment il peut prendre des décisions. Et puis, ça a l'air de fonctionner pour l'instant, donc c'est chouette. Trop bien. Ouais, c'est des tests de gouvernance et puis c'est super chouette d'avoir des exemples comme ça où ça fonctionne, où c'est vraiment vertueux dans la façon dont c'est pensé, etc. Il y a vraiment un rôle chez vous, je trouve, d'incarner toutes ces valeurs-là. Comment est-ce que vous les faites rayonner au-delà du bruit qui court? C'est quoi vos actions? Dis-nous en plus sur ça. Et après, on passe aux questions-réponses. Ouais. Je réponds à Jasmine. Oui, aujourd'hui, on est tous et toutes bénévoles. On espère ne plus continuer à l'être. Je vous avoue que moi, j'aimerais bien pouvoir vivre de ce militantisme-là. Mais pour l'instant, on est tous et toutes bénévoles. Et du coup, oui, comment est-ce qu'on rayonne? Parce que moi, je vous parle du bruit qui court depuis tout à l'heure, de sa gouvernance, vous voyez notre arbre et tout, notre ADN. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça peut aussi peut-être vous éclairer un peu. Du coup, comme je vous ai dit, nous, on décide tous les 6 mois de choisir des sujets d'actualité, des thématiques qu'on a envie sur lesquelles on veut travailler. Et le but, c'est de venir en fait en soutien à des luttes et des associations et des choses existantes. On n'a pas envie de réinventer la roue. En fait, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent sur plein de sujets. Et nous, on s'est dit, on va venir se mettre au service de ça en apportant un regard activiste. Qu'en fait, aujourd'hui, très peu d'associations ont dans l'écosystème un peu engagé en France. Et du coup, nos derniers projets en date, on s'est mobilisé contre la Coupe du Monde au Qatar. Vous avez peut-être entendu parler de cette aberration à la fois écologique et sociale. Et du coup, on a fait une performance sur la place de la République à Paris pour en fait demander que ça ne se reproduise jamais et pour montrer en fait les dérives de ce genre d'espace, quoi. Et du coup, là, on a vraiment mêlé à la fois du théâtre, des prises de parole, et ça a été hyper puissant, en fait, de faire ça. Il y a beaucoup de médias qui ont réagi.
Donc ça, c'est un premier projet qu'on a fait. Un deuxième, et dont vous avez peut-être entendu parler, on s'est mobilisé contre le Black Friday, et on a voulu s'engager contre la fast fashion, qui est aussi une aberration sociale et écologique. Et on a travaillé avec une association qui travaille avec des personnes qui vivent au Ghana, puisqu'aujourd'hui, la plupart de nos vêtements finissent au Ghana, parce que sachez qu'en moyenne, nos vêtements sont portés 7 fois. Donc c'est un peu j'achète et je jette. Et on ne garde pas en Europe tous ces vêtements-là. Et du coup, ils sont envoyés en Afrique, notamment en Ghana. Ça devient des décharges géantes où des gens, en fait, sont exploités et meurent. Enfin, je dis vraiment le mot parce que c'est vrai. Et on s'est dit ça, en fait, c'est pas possible. Et le Black Friday, c'est un peu genre le symbole de ce truc-là. Donc, on s'est dit, OK, eh ben, on va essayer de faire un truc qui va marquer les gens. Et on a fait donc une performance dansée au milieu du centre commercial de Châtelet-Léal. Je ne sais pas si vous voyez cet énorme centre commercial. Et on y a apporté 1500 kilos de vêtements. Donc, on a apporté ça, on est allé dans des points relais, on a emprunté ces vêtements et on a fait une performance dansée là-bas qui était hyper puissante, qui était coordonnée par une compagnie de danse marseillaise qui s'appelle la Compagnie Malax. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ou sur Internet, parce on s'y attendait pas du tout, mais on a fait des millions de vues sur les réseaux avec cette performance dansée. Et il y a des centaines de personnes qui se sont arrêtées pour nous regarder. Et ça a été un moment hyper puissant parce qu'en fait, on a touché les gens autrement. Il y avait vraiment ce truc de les gens me disaient, mais en fait, ça vient me toucher en fait ça me rend triste. Enfin, je ressens des émotions quand vous faites ça parce qu'on avait notamment un passage de la chorégraphie qui était, on avait plein de vêtements de toutes les couleurs et on a fait un tri. Donc en fait, on triait, on enlevait les vêtements de couleur pour laisser que les vêtements noirs. Donc à la fin, c'était très sombre et on était en fait un espèce de magma de personnes qui dansaient dans ces vêtements noirs, mais pour montrer en fait le côté aussi, enfin juste sombre de cette situation. Et ça a vraiment hyper bien marché. On a eu des centaines de personnes qui ont voulu nous rejoindre après. Enfin, ça a marqué les gens en fait de faire autrement. Voilà. Et là, en ce moment, pour vous donner un exemple, on va soutenir la campagne Stop Hiccup, qui est une campagne contre un projet de pipeline géant de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Et du coup, on va aussi, voilà, on travaille avec ces acteurs-là. Tout comme on travaille aussi avec des acteurs institutionnels, parce que c'est aussi important pour nous de bosser avec tout le monde. Et du coup, on a des demandes aussi de prestations avec en fait d'autres espaces. Mais le cœur de ce qu'on fait, c'est vraiment de soutenir des luttes existantes avec notre côté artiviste. Trop bien. Merci Julie pour ton énergie ce matin. Moi, ça me met beaucoup en joie cette discussion et de voir, enfin, d'avoir un petit peu plus de détails sur le bruit qui court que je connaissais déjà d'avant, mais c'est toujours bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Je pense qu'on peut ouvrir l'espace pour les questions. S'il y en a dans le chat qui avaient des questions spécifiques à poser à Julie, n'hésitez pas. Je relis en même temps ce qui était dans le chat parce qu'il y a des choses hyper d'accord avec Anne-Sophie sur comment est-ce qu'on réinvente la sémantique de l'entreprise et du travail. Je pense qu'on a un travail énorme à faire là-dessus. Nous, on a beaucoup travaillé sur la notion du travail en faisant des ateliers d'écriture avec plein de jeunes sur c'est quoi notre rapport au travail aujourd'hui. Et en effet, beaucoup de choses qui ressortaient, c'était comment est-ce qu'on bannit ce terme-là et qu'on le réinvente. Donc, je suis hyper alignée avec ça. Et du coup, pardon, je regarde les questions. Comment arriver à financer ces actions, à mobiliser ces bénévoles? Oui, c'est une très bonne question. La question pour ce qui est de mobiliser les bénévoles, j'avoue qu'on a une chance, aujourd'hui qui est on n'a pas trop de mal à faire ça, parce que le bruit court et le bouche à oreille notamment, marche, vraiment, bien et du coup, on a beaucoup, beaucoup de demandes de personnes et on n'arrive pas en fait à gérer les demandes entrantes. Parce que sachez aussi que nous, pour rejoindre le bruit qui court, il faut, participer à un week-end un peu, d'inclusion avec nous, et ça, c'est aussi un truc qui est important. On n'a pas envie qu'on nous rejoigne, en fait, avec un Zoom en ligne pendant 1 heure. On a envie de passer du temps avec les gens parce que c'est ça qui est important pour notre collectif. Et du coup, les gens nous rejoignent sur des week-ends et ça, on a vraiment, en fait, nos actions ont marqué beaucoup de personnes et en fait, on se rend compte aussi qu'on est dans un créneau qui n'existait pas avant. Il y avait très peu d'espaces engagés où on pouvait faire de l'art engagé, grosso modo. Et du coup, on sent qu'on répond à une demande. Et pour la question des financements, en fait, c'est un gros sujet qu'on a.
aujourd'hui pour comment est-ce qu'on arrive à financer tout ça. On a beaucoup d'associations partenaires avec lesquelles on travaille qui financent certaines de nos actions. Mais par exemple, pour faire des demandes de subventions ou de fondations, c'est difficile parce qu'on rentre dans très peu de cases en fait avec ce qu'on fait. On fait beaucoup de choses différentes et du coup, c'est pas simple. Par contre, on a une possibilité assez grande de prestations. On le voit là, on a beaucoup de demandes de travailler sur des événements pour performance. Et nous, on est aussi sur toutes les questions de gouvernance, d'animation, de facilitation, on a une vraie expertise. Et du coup, je pense que le modèle économique du Breakicourt va beaucoup se baser plus sur de la prestation et du coup, potentiellement quelque chose de plus résilient et plus libre. En fait, on choisit avec qui on a envie de travailler et moins dépendre de subventions et de fondations. Mais c'est une vraie question qu'on a. Si vous êtes expert sur les modèles économiques, n'hésitez pas à venir à me donner des conseils là-dessus, parce que moi, c'est pas mon expertise première. Quelle est l'intention de ce webinaire? Rafou, tu veux répondre ou L'intention des webinaires Youth Forever, c'est, comme j'ai dit au début, du coup, de mettre en avant des personnes qui sont chères à notre cœur dans notre écosystème d'associations et pour voilà, avoir des discussions qui sont des sujets assez divers. On a reçu pour l'instant quelqu'un de chez Simplon, Frédéric de chez Simplon, qui est une école du numérique. On a reçu Albert, qui est un neuroscientifique. Là, on a Julie qui vient nous parler d'art. On a d'autres prochaines discussions qui sont sur des sujets assez différents. Mais voilà, l'idée, c'est d'ouvrir un espace qui soit un petit peu décalé de ce qu'on fait tous les jours pour proposer un temps le matin pour vous énergiser. Voilà. Et ensuite, il y avait une question de Léa sur les autres types d'actions que vos performances. Oui, en effet, nous, on fait plein de choses et c'est aussi pour ça que c'est assez fou le Breakicourt parce qu'on a un panel d'actions qui est assez énorme. En effet, il y a le côté performance, mais nous, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est les ateliers. On organise des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre d'impro. On a créé notre propre atelier qui s'appelle Racine Artiviste et qui est aussi un atelier hyper participatif sur l'artivisme et l'histoire de l'artivisme dans le monde et qui termine avec créez votre action artiviste, qu'est-ce que vous feriez vous maintenant? Et du coup, il y a une grosse, ça c'est aussi un truc qui est hyper important pour nous. Et on travaille en effet aussi, enfin vu qu'on a plein d'artistes au sein du collectif, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais on a à la fois des artistes qui sont professionnels dont c'est le métier, tout comme des personnes qui chantent sous leur douche ou dansent sous la pluie, quoi. Ça va du tout au tout et plein de formes artistiques. Donc on a des graphistes, des danseurs, du théâtre, du street art, du dessin, du chant, de la musique. Ça c'est incroyable de diversité et c'est ça qui fait notre force selon moi. Et du coup on a une possibilité énorme de choses à faire et à inventer. Donc, on est en grosse réflexion là-dessus. Et après, voilà, on n'a pas encore fait non plus tout ce qu'on veut faire, mais ça fait 6 mois qu'on existe. Donc, je me dis qu'on a encore beaucoup de temps. Si vous avez des idées ou des envies, hein, n'hésitez pas aussi à me nourrir de vos idées folles de choses à faire. Je serais très preneuse de ça. Je regarde les questions. Quand des entreprises vous sollicitent, quel est leur business problème ou leur enjeu? Alors, nous, on n'est pas un cabinet de conseil, on n'est pas non plus des experts sur ces questions-là. Par contre, là, je sens qu'il y a une appétence de la part des entreprises sur penser notamment des événements différents, des événements engagés, puisqu'en fait, vous vivez peut-être si vous êtes en entreprise, mais toutes les questions les notions autour de la RSE sont hyper importantes. Et en fait, comment est-ce qu'on l'apporte autrement? C'est souvent comme ça qu'on vient nous demander de dire, bah nous, on veut faire un événement sur ça, on veut faire une journée de sensibilisation, mais on a envie de sortir du cadre. Et nous, on sort du cadre avec le Breakicourt, c'est un peu ce qui nous définit. Et du coup, c'est un peu les réflexions qu'on a de comment est-ce qu'on invente des séminaires différents, comment est-ce qu'on les anime différemment, comment est-ce qu'on les pense artistiquement parlant aussi, et comment la création peut venir apporter des solutions à tout ça. Mais c'est principalement, je vous avoue, sur de l'événementiel ou même une performance lors d'un séminaire d'entreprise pour venir parler de la question, de ces questions-là. Si vous voulez aller voir aussi sur YouTube, on a fait une performance, nous, au Centre Pompidou à Paris et dans le centre de Arles à 130, une grosse performance du Breakicourt qui est assez puissante et qui en fait a plusieurs tableaux et permet en fait de parler de la situation actuelle en commençant par l'humour, en passant par l'angoisse et en terminant par la joie. Il faut aller voir certaines de nos vidéos, mais ça, c'est des choses qu'on fait et qu'on nous demande de faire régulièrement parce que ça parle beaucoup en fait de toucher avec cette sensibilité-là. Est-ce que vous menez des actions dans les lycées et les collèges? Pour l'instant, non.
Ça avoue, c'est pas des choses qu'on a encore faites, mais c'est vrai qu'il y a un côté, très, très pertinent aussi à aller toucher des lycées et des collégiens, et qu'on a fait, une intervention auprès de d'éco-délégués, du coup, les délégués sur, les questions de transition écologique. On a fait des interventions auprès d'eux, une fois, mais c'est vrai que c'est un public qu'on pourrait, plus aller toucher, voilà, à l'avenir. Et comment on s'organise pour les répétitions? Ça aussi, c'est tout un challenge parce qu'en plus, le Brut-qui-Court, c'est des gens partout en France. Nous ne sommes pas tous et toutes à Paris. Et ça, pour moi, c'est hyper important aussi d'avoir la diversité géographique. Mais du coup, c'est pas évident. Ce qui est chouette, c'est que nous, on a un réseau en fait de lieux où on peut faire des répétitions, où on peut se retrouver. Notamment à Paris, on a un partenariat avec l'Académie du climat. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu. C'est coup la mairie du l'ancien 4e arrondissement, je crois, derrière l'hôtel de ville. Et on a des espaces de répétition et des salles de danse pour notamment, enfin pour la danse qui est absolument géniale. Mais du coup, oui, ça demande un vrai temps d'organisation, de pouvoir organiser des répétitions le soir pour que ce soit inclusif ou le week-end. On a une grosse attention aussi à comment est-ce qu'on arrive à permettre de faire de belles performances qualitatives en ayant un temps restreint avec des gens dont c'est pas que le métier et que c'est pas en fait toute notre journée sur le dos qui court. Donc c'est un vrai challenge, mais pour l'instant, ça se passe pas trop mal, surtout parce qu'on a des lieux qui nous aident beaucoup pour ça. Oh waouh, il y a encore des questions. Comment donner aux entreprises d'investir dans ce genre de manifestation comme la vôtre? Heu, pour moi, il faut qu'on leur parle. C'est vraiment genre moi de donner la possibilité de pouvoir parler avec mon cœur de comment ça résonne en moi cet engagement-là et pourquoi ça me paraît essentiel d'utiliser l'art pour faire passer des messages. Et moi, c'est en parlant, comme ça, en fait, même là avec vous de comment je le vis, à quel point c'est important pour moi, que je pense que c'est la manière de le plus «convaincre» entre guillemets. Ou sinon de venir voir une de nos performances, une de nos actions, parce que nous, on se rend compte que plus les gens viennent le vivre avec nous, plus les gens s'y intéressent. Et moi, je crois beaucoup plus à ça qu'à 15 000 mails et plus les rencontres sont en vrai et en présentiel, plus ça marche dans mon expérience. Il s'agit d'ouvrir les consciences, tout à fait. Et même, au-delà d'ouvrir, pour moi, c'est venir mettre de la conscience sur, ce que l'engagement vient chercher chez moi, mettre de la conscience sur ce que des pratiques artistiques peuvent me permettre, mettre de la conscience sur à quel point le collectif est une force incroyable pour avancer et mettre de la conscience sur notre sémantique, la manière dont on parle et la manière dont on incarne les choses. Parce que pour moi, le pouvoir de l'incarnation est aussi structurant dans mon engagement et dans ce que j'essaie de porter. Trop bien tous vos retours dans le chat, j'adore. Bah, si ça vous a parlé, je suis, très contente et rencontrez-vous des problèmes générationnels? Oui, c'est pas évident. Merci pour cette question parce qu'en effet, on le truc, c'est qu'en fait, vu que ça a été créé par des jeunes, on a quand même un ADN qui dégage beaucoup ça et on a beaucoup de personnes qui se brident à nous rejoindre en disant: «Ouais, mais moi, j'ai l'impression que c'est un truc de jeunes et que je vais pas être inclus là-dedans» et du coup, le premier gros problème, c'est la barrière à l'entrée. Est-ce que les personnes vont pousser la porte du bruit qui court en se disant: «Moi aussi, je peux en faire partie»? Ça, c'est la plus grosse problématique qu'on a aujourd'hui parce qu'après, une fois que les personnes sont dans le collectif, en fait, on voit très, très peu de différence. Il y a juste aussi un enjeu d'inclusion, comme j'ai dit, sur les horaires des réunions, le temps qu'il y a, quand en fait, moi j'ai pas de vie de famille, j'ai pas d'enfants, à la maison et ça change beaucoup de choses aussi sur le temps qu'on a. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent aussi qu'on arrive chercher des personnes retraitées qui ont du temps et qui pourraient aussi faire de l'activisme avec nous, ce serait trop génial et du coup, c'est un des angles aussi de réflexion de, comment est-ce qu'on rend ça plus intergénérationnel et comment on ne bride pas les gens, en fait, à nous rejoindre à cause de l'âge. Donc vous verrez aussi qu'on a banni le mot «jeune» de tout ce qu'on fait. Peut-être qu'il y a encore quelques endroits où ça y est, mais on a décidé d'enlever ça pour, en fait, laisser la porte à chacun, chacune de se reconnaître dans ce qu'on fait. Trop bien. Merci beaucoup, Julie. Merci à tous pour vos questions dans le chat. C'est super d'avoir, des retours, à chaud comme ça. Je Avec pense cœur. on peut conclure ce webinaire. Jasmine, je te laisse la parole si tu veux. Jasmine qui est la directrice générale de notre association. Bonjour à tous et à toutes. Merci Raphaël, merci Julie pour ce super moment pour lancer la journée. Je suis trop contente de mettre en avant le bruit qui court et j'encourage chacun à y participer beaucoup plus que
que d'écouter aujourd'hui. Je pense que c'est en effet en voyant les performances, en participant, en ressentant avec notre corps et notre cœur ce que vous faites aussi, que ça nous embarque. Je voulais juste, d'une part, vous remercier d'être avec nous ce matin et puis vous inviter à notre prochain webinaire. On va vous mettre le lien dans le chat qui sera cette fois en anglais avec quelqu'un, avec une Américaine, Danielle, qui vit aux États-Unis et qui milite pour la jeunesse au travail de son côté de l'Atlantique. Donc, une perspective plus internationale, bon, cette fois-ci, beaucoup plus dans la tête, mais pour alterner. Donc, si ça vous intéresse, de retourner sur nos sujets de prédilection à nous, donc de l'asso, qui sont beaucoup plus nos sujets du quotidien. Et puis, à tous les salariés, entrepreneurs, tous ceux qui sont là aujourd'hui à rencontrer Julie, à continuer la discussion, à promouvoir l'art dans vos pratiques du quotidien. Je peux que vous encourager à le faire. Donc, je n'ai plus qu'à vous dire un grand merci et à la prochaine. Et puis, merci à toi, Julie, surtout. Merci à vous. C'était super de commencer cette matinée avec vous.